y a quelques jours, quand je suis arrivé en Suède, une des premières rencontres que j'ai fait, c'est Nico. Nico, on s'est rencontrés sur un spot où on passait la nuit tous les deux. Et lui descendait de Finlande et de Norvège et il allait au Danemark et moi je faisais le chemin inverse. On a passé 2 jours ensemble, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté de nos vies et de nos voyages. Moi je suis en van, lui il est en moto. J'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant de faire un petit portrait de lui et de te le présenter. Et il est plein d'anecdotes, plein de petites histoires et c'est vraiment intéressant. J'ai fait des rencontres des fois, mais tu te dis, mais même tu voulais inventer, tu pourrais pas quoi. J'avais pensé à la Bosnie justement pour comprendre, enfin toujours ça, je trouve que ça image bien un peu l'image de la Bosnie. J'arrive le premier jour, je traverse les campagnes et tout, je vois quand même, je suis un peu surpris par le pays. J'arrive dans la ville justement qui est en 2 tiers détruite où je pensais trouver un petit spot pour camper et tout. Et là je me sens pas à l'aise, tu vois, je fais oula, je vais aller à la ville suivante, j'espère que ce sera un peu mieux, je vais trouver un spot cool pour faire le bivouac. Je pars, c'était quand même la fin de journée, je pars sur un petit chemin off-road et tout, j'en avais pour 1 heure et quelques, et au bout de 45 minutes, 1 mètre de neige, impossible de continuer, demi-tour obligatoire, commence à flotter, la nuit tombe, je fais oh putain, et j'ai plus d'essence, putain ça... T'as tous les éléments sont là. Putain ça pue un peu la merde, je fais bon, fais demi-tour, je refais les 45 minutes dans l'autre sens, fais le plein déjà, et t'avises, donc, et peut-être tu trouveras un petit hôtel, un petit truc et tout. Donc je retourne dans la ville la nuit, en plus là il commence à faire vraiment nuit, l'ambiance elle est encore vraiment pire dans cet endroit. Je fais le plein, je demande à la pompe à essence, tu vois, je fais il y a un petit hôtel, il fait ah ouais là 70 km par là, les petites routes et tout, je fais ah ouais. Je fais vas-y, tant pis, ça me fait chier, mais je regarde s'il n'y a pas un truc et tout, je fais bah tant pis ce soir, je vais le faire à l'arrache, et vu qu'en fait il y a énormément de maisons qui sont en construction et qui ont été abandonnées en gros et qui sont à moitié construites. Il y en a vraiment énormément, genre la majorité, je vais trouver une maison pas trop crade, je vais me foutre dedans, planter ma tente, au moins sécher mes fringues et tout, et demain matin 5h du mat je me casse quoi. Je fais le tour et là je trouve dans un champ une maison mais miteuse, vraiment miteuse, pas de toit et tout, mais bon il y a quand même un plafond donc il te pleut pas dessus, dedans c'est tagué, tu vois que ça a déjà été squatté et tout, mais au moins je suis au sec, des déchets partout et tout, je fais putain ça me fait chier mais... Allez vas-y, il est 22, 21h, fais ça demain vraiment dans 6 heures tu te casses. Je mets la moto derrière, je commence à décrocher les valises. Et là je vois un mec à 200-300 mètres dans le champ en face dans la pénombre qui me regarde, tu vois. Je viens d'arriver dans le pays, je fais oh, ça pue un peu. Je me dis qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas partir en France, c'est comme si de rien n'était quoi. Je fous mes valises et tout. Et là je sors, je regarde par le trou qui sert, enfin, où il devait y avoir une fenêtre. Et là je vois le mec qui est à 5 mètres de la baraque quoi. Je sors, je m'approche, je vais voir le mec. Et là le mec, grande beubare, turban, très militaire, calache sur l'épaule. Bonjour. Et là je suis au milieu de nulle part, mais vraiment il n'y a rien aux alentours, c'est des champs, il n'y a pas une autre baraque et tout. Et là le mec me fait oh Pakistan, Pakistan. Et en fait il y a énormément de migrants en Bosnie qui remontent vers l'Europe. Du coup, je fais non, Pakistan. T'avais la barbe comme ça? Bah non, pas encore, c'est le début, mais tu vois, je suis un peu bronzé ouais, et tout. Ouais. Et puis ils voient un mec, ma moto était cachée, ils voient un mec qui commence à foutre des affaires dans une maison, il pleut. Et ça se voit qu'il y a d'autres migrants, j'étais pas le premier. Il a clairement cru, du coup, je fais non, français et tout. Pakistan et tout. Je fais non et tout. Donc je fais monte sur la carte, il fait oh non, français. Tu vois, il avait des lignes du français, tu vois, genre tout blanc qui vient pas dormir dans un truc et tout, tu vois. En voiture. Voilà, en voiture, tout. Dans sa mère, je sais pas, du coup je Tu fais vas à l'hôtel et tout. Du coup là je sors, je monte mon passeport, il fait ah ok, il voit ma moto, le F et tout, il y a pas beaucoup de migrants en moto, donc il commence à calmer le jeu, mais vraiment pas content, tu vois, il était venu pour me foutre un pruneau dans le cul quand même à la base quoi. Il vient avec sa lampe torche, il éclaire dans la baraque, tu vois, il voit que c'est vraiment un putain de taudis. Et il fait ok et tout, je lui dis ouais il pleut, dormir, pas d'hôtel, j'essaie de lui expliquer, il parlait pas un mot d'anglais et tout, donc je me fais comprendre à peu près, tu vois, il comprend l'idée, que je suis en galère. Je fais oh, Nicolas, tu vois, j'essaie de me présenter, il fait ok Gunther, je fais ok Gunther, nanana. Il fait ok goodbye, il se casse. Je plante la tente dans les déchets, tu vois, dans ce truc dégueulasse là. Je suis pas bien, je fais putain mais vraiment, mais vivement que je me casse. Ce sera peut-être la pire nuit que tu je sais pas fermer de l'œil là, vraiment, je suis dans une merde noire, allez vas-y, dors quoi. Je plante la tente et tout, il va me foutre, il va venir cette nuit, je sais pas, tu vois, je le sentais quand même pas trop ce mec. Au bout de 10 minutes, j'entends Nicolas, je fais, oh non, pas Gunther. Gunther, je vois Gunther qui revient. Peu de fusil sur l'épaule déjà, tout seul, je fais ouf.
Ok, il vient pas pour me déplumer déjà, a priori, il y a juste un petit couteau, je sais pas, mais tranquille. Et là il me fait, viens quoi. Je viens de finir de planter ma tente et tout, je fais qu'est-ce qu'il pleut des trompes d'eau dehors, il fait nuit et tout, je fais putain qu'est-ce que je fais, c'est la merde, de toute façon je peux pas descendre plus bas dans la merde, suis-le quoi. Je fous toutes mes affaires dans la tente, je fais un nœud avec la tente, tu vois le gros baluchon, tu vois je fous ça sur la bécane, je replie vite fait les trucs et tout. Je le suis, je monte sur la bécane, on marche, du coup c'est lui, moi je le suis en moto, il marche, je le suis pendant 5-10 minutes. Et on arrive à la maison suivante en gros, qui était, je sais pas, à 600 mètres de la maison où j'étais. Il me fait ok, pose ta moto là, je pose ma moto, on arrive dans une baraque. Et là, il m'ouvre la porte de la baraque. Et là j'arrive, je vois une baraque, une grande baraque, vide, avec un putain de lit au milieu. Mais la baraque nickel, sol, plafond, fenêtre, tout et tout. Et il me fait ok. Et du coup je prends mes affaires et il se casse. Et je l'ai jamais revu. Et le mec il a vu qu'en fait j'étais juste en galère. Il est allé chercher des clés ou je sais pas quoi. Et il a vu que j'étais français et du coup. Et il m'a ouvert une porte et il m'a dit dors ici. Et du coup j'avais une barre. Tu l'as plus revu. Et il est jamais revenu, il m'a juste dit, en partant il m'a fait m'expliquer demain, ferme pas à clé quoi. Parce qu'il a laissé les clés sur la porte. Il m'a juste dit non, clic, non. Incroyable. Et du coup je me suis retrouvé dans cette maison, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et tout, mais ils sont nickel, vraiment, le lit et tout. Et là j'étais comme ça et tout, et avec les dehors en plus c'était le déluge, les tonnerres, trompes d'eau et tout, là je fais putain mais c'est Merci ouf, quoi. Gunther. Putain mais c'est ouf, il y a une heure même pas, je me foutais au milieu de la campagne bosnienne, je viens d'arriver, ce pays pour l'instant moyen le ressenti, c'était juste une ville, c'était hardcore, je vois un mec qui est armé qui vient me foutre qui est venu me mettre un coup de pied dehors et tout, et en fait le mec vient, m'offre l'hospitalité dans une baraque et vraiment je fais waouh, et du coup là vraiment j'ai fait sécher mes affaires, j'étais un vrai lit, un matelas et tout, j'ai fait putain mais là il y a une bonne étoile quelque part quand t'es le plus au fond, tu vois là vraiment ça fait partie des moments où c'était levant, tu vois vraiment tu fais oh j'aime pas ce qui se passe là. Et à la fin tu fais putain, et du coup j'avais que dalle, j'ai laissé une petite plaquette de chocolat, j'ai dessiné une tour Eiffel sur un bout de papier, j'ai écrit merci en slovénien, tu vois, et j'ai fait bah qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, tu vois, genre rien, mais j'étais au max du max. Et j'étais content parce qu'à un moment je vais pisser, tu vois, dans la nuit, je reviens, il y avait un scorpion comme as sur la porte, tu vois, de la maison, je fais putain, et là j'allais dormir dans mon tas de déchets, tu vois, où je sais pas ce qui traînait là-dedans, tu vois, il y a des chiens errants et des... Merci Gunther, merci, et du coup ça fait partie des rencontres, des anecdotes, tu fais waouh. Ça tu le garderas toute ta vie. Ah ouais, le lendemain tu te réveilles, tu fais qu'est-ce qu'il... Ah ouais, non, Gunther, franchement, il est... je suis dégoûté de pas avoir la photo avec Gunther, mais vraiment tu le vois, mais il faisait flipper, vraiment, tu vois, la beubare et tout, tu vois, tu as le préjugé du terroriste quand on trahit, tu fais waouh, lui il est pas cool du tout, il est arrivé, il avait pas un grand smile, mais en fait à la fin, tu vois, genre... Voilà, ils sont hyper méfiants et la mentalité là-bas, les migrants là-bas, ils sont pas du tout les bienvenus. Et en effet, le lendemain, j'ai croisé plein de migrants sur la route, tu vois, il y a des groupes de 5, 10, tu vois, avec leurs sacs à dos qui marchent le long de la route et qui remontent et qui essayent de rentrer dans l'Union Européenne, quoi. Donc, hop, comme ça, on verra. Hop. Ta moto. C'est une Yamaha Ténéré 700. Donc Ouais. c'est un modèle plutôt récent que j'ai acheté juste avant le départ. Je suis parti sur cette moto parce que déjà je suis jeune permis, donc elle est accessible avec un permis A2, bridé. Parce que ce que tu m'as dit, c'est que tu as passé le permis il y a 6 mois. Il y a 6 mois, ouais, en octobre. Donc je l'ai passé le permis pour faire ce voyage, c'est plus dans ce sens-là. Donc cette moto, elle est vraiment bien, elle est assez facile en tant que débutant. Donc moto très satisfaisante, donc elle a été un petit peu préparée quand même pour le voyage assez long et puis avec pas mal de off-road. Il y a des protections, je me suis mis des protections en bas, donc le sabot moteur qui permet quand même de protéger toute la partie du bas moteur. Des crash bars sur les côtés pour les petites chutes latérales, c'est le minimum. Pareil, on a des pare-mains renforcés, ce qui permet en cas de chute de ne pas péter à chaque fois les leviers d'embrayage ou leviers de frein. Et puis ensuite, l'indispensable quand même quand on part, c'est les valises. Là, c'est de la valise en alu. Les qualités, c'est que ça protège vachement la moto. On peut le voir. Hein.
Voilà, ça protège la moto, mais voilà, c'est les valises C'est- qui prennent à la place de la le moto. pare-choc. L'avantage, c'est que c'est quand même, ça se sécurise par rapport à de la valise souple. Je peux quand même laisser dedans quelques affaires et c'est plus difficilement ouvrable qu'avec un coup de cutter. Donc évidemment, si quelqu'un veut servir, il peut, mais ça protège quand même un petit peu. Et puis en plus de ça, après, j'ai un petit porte-paquet derrière qui me permet de poser un sac souple. Dedans, il y a mes fringues, il y a les trucs plutôt légers pour les mettre en hauteur, les trucs lourds plutôt sur les valises pour avoir un centre de gravité pas trop haut. Et puis un petit bidon d'essence qui m'a dépanné rarement, mais qui m'a quand même dépanné quelques fois. J'étais bien content de l'avoir, quoi. Même rarement, on est bien content de Voilà, donc il n'est pas toujours plein. C'est vrai que des fois, quand je sais que j'ai un itinéraire où il y a pas mal de villes, etc., je laisse vite, toujours 5 litres en moins. Mais dans les grands espaces, la Finlande, la Norvège, etc., ça m'évite des fois de me faire des détours de 40 bornes. Côté navigation, j'ai un petit GPS spécial moto, du coup, qui craint pas la flotte, et puis qui a des itinéraires des fois spéciaux avec routes sinueuses et autres. Donc il y a du plaisir. Et puis après, je mets le téléphone là aussi pour des fois un complément de GPS ou des infos, des machins. C'est quand même bien pratique. Puis voilà, après voilà, je recharge tout par USB ici. J'ai un allume-cigare qui me permet de mettre 2 USB. Et puis j'ai un petit câble USB aussi qui arrive dans le cul de la moto ici, que je mets dans la valise pour recharger tout ce qui est drone, tablette. Donc même quand il pleut, par exemple. Même quand il pleut, ça recharge, ouais. Ça recharge, donc ce qui me permet d'être vraiment autonome en électricité par rapport à ça. C'est une moto qui invite à l'aventure et qui remplit parfaitement son rôle. Donc non, vraiment super satisfait. Après, c'est vrai que c'est quand même lourd. J'ai 50 kg de matos, plus les 210 kg de moto de base, donc ça fait tout de suite un truc un peu lourd. Mais bon, voilà, ça apprend à prendre le minimum. Parce que bah, voilà, niveau volume, ça reste quand même vachement restreint. Je pense que ça serait difficile de partir avec moi sur un périple de cette longueur-là. Mes pièces de rechange, les outils, tout pour dormir, pour manger, pour se changer, les températures de plus 35, 38 degrés à du moins 5, moins 6, moins 7 degrés, ça fait des grosses amplitudes. La pluie, des combis de pluie, ça va vite quand même. Tout est étagé de manière assez scientifique pour que les trucs quand même les moins utiles soient au fond, mais j'essaye aussi de mettre les choses quand même les plus lourdes au fond. Et puis d'équilibrer gauche et droite. C'est vrai que là tout est imbriqué, il n'y a pas d'espace vide dans les valises, vraiment. Parce que tu as besoin que ce soit vraiment bien équilibré. Ouais, tu le sens vraiment. Bah, pas 1 kilo près, mais je veux dire, tu as 5 kilos d'un côté ou de l'autre. Ça va te faire lutter toute la journée. Ouais. Plus. Et puis en off-road, tu conduis principalement debout. C'est là où tu as le plus d'équilibre, tu vois mieux ce qu'il y a, les obstacles qu'il y a devant toi, etc. Tu es beaucoup plus maniable. Et en fait, si tu as une moto qui penche tout le temps, bah, tu es tout le temps du coup en déséquilibre d'un côté et tu te bats et en fait va te battre avec un truc qui fait 250 kg, voire plus chargé, même 270. T'es rincé, déjà je suis rincé là, donc c'est vraiment un truc de prise en main. Et en vrai maintenant c'est que du bonheur, quoi. Donc ça vient avec le temps, mais maintenant j'arrive vraiment à me faire plaisir, je sais tomber. Je sais la relever aussi parce que ça s'apprend. Machine, tu vas en laverie automatique de temps en temps? Non, j'en ai pas. J'ai dû faire je crois 2 machines en 4 mois parce qu'il y en avait dans les auberges. Sinon j'ai fait dans la rivière, j'avoue. Rivière, une fois j'ai trouvé un tuyau d'eau. Des fois c'est juste à l'eau, même pas de savon et tout, mais je le fais quand je peux. Et puis ouais, je me suis arrêté de temps en temps, je me suis fait inviter chez des gens, du coup j'ai fait est-ce que je pourrais par hasard utiliser ta machine? Dès qu'il y a un lac, un truc comme ça et que je reste, il fait beau, je mets tout, je frotte bien et tout et je me change pas tous les jours. Camping, quoi. Ouais, je me change pas tous les jours, je vais être très honnête. Et puis tu vois, les vêtements que j'ai pris, c'est que des trucs, c'est déchiré de partout, il y a des trous, il y a des taches et tout. Je vis par terre, je bouffe par terre, je fais de la mécanique, j'ai pas de chaise, j'ai pas de table, donc en vrai je suis pas parti pour être pomponné. Ouais. Donc c'est vraiment le minimum. Et puis je suis venu chercher de l'aventure, j'en ai. Donc je suis pleinement content, ouais, clairement. Donc non, franchement c'est que du bonheur, quoi. Et ton petit chez toi, donc sommaire. Sommaire, hein. Assez simple. Assez simple. Déjà la tente, c'est vrai que je suis pas parti avec la tente 2 secondes, même si ça m'aurait bien dépanné. Parce que c'est une tente du coup de randonnée, donc qui est hyper compacte, elle fait 1 kg, 1,5 kg, un truc comme ça, et puis elle tient vraiment dans un tout petit sac. Donc c'est vrai que le volume compte presque plus que le poids.
Donc c'est vrai qu'elle est un peu longue à monter, un peu longue à démonter, mais c'est top. Et puis elle sèche hyper rapidement, donc c'est-à-dire quand elle est trempée, si j'ai une éclaircie d'un quart d'heure, ça suffit pour qu'elle soit sèche et j'ai pas besoin de replier tout sous la flotte. Et puis ensuite, dedans, c'est un petit matelas gonflable quand même, je me permets ce genre de truc, mais pas bien épais. Un duvet, j'ai quand même un duvet qui est chaud parce que quand je suis parti fin mars et que j'ai traversé les Dolomites, la Slovénie et tout, j'avais de la neige quasiment tous les jours, donc la nuit c'était clairement dans le négatif. Donc là j'étais bien content d'avoir du matos. Et ça allait ou... Ça, j'ai jamais vraiment, il y avait peut-être une ou deux nuits, je me suis levé pour mettre la doudoune dans la nuit, mais parce que quand même quand tu travailles avec ta bouteille d'eau et gelée, tu dis... Ouais, c'est un signe. Il fait frais. Mais ça c'était vraiment les premières semaines. Après assez rapidement quand je suis arrivé en Croatie, tout ça, j'ai vite récupéré les bonnes températures. J'ai le petit oreiller gonflable aussi qui est bien pratique. Et donc non, vraiment c'est le minimum pour dormir, mais ça suffit. On va pas se mentir quand même, il y a des mauvaises nuits. Le vent, quand ça souffle, je me suis pris des rafales des fois à 70, 80, il y a tout qui bouge. Il y a des sardines qui s'enlèvent en pleine nuit, tu te retrouves avec la tente allongée sur ta gueule. C'est vrai que des fois c'est chaud. La pluie, ça fait un boucan d'enfer aussi. Au-dessus du cercle arctique, il fait jour tout le temps. Donc là, c'est aussi la boîte de nuit dans la tente. J'ai eu des animaux aussi qui sont venus pas loin. Enfin, vraiment, t'es un peu à la merci de tous les éléments quand même. La Finlande, comme je disais, c'est l'enfer des moustiques. Donc tu peux pas t'arrêter plus d'une minute si t'es pas dans ta tente. Donc je me suis retrouvé à vivre le soir dans 2 mètres carrés où tu cuisines, tu fais tout dans ta tente et que tu as ces couverts de moustiques, mais de centaines de moustiques. Donc c'est vrai que des fois, tu aimerais avoir un petit peu plus de confort. Mais à côté de ça, ça permet aussi une grande flexibilité. Et la moto plus la tente, ça me permet d'accéder à des endroits que tu peux accéder qu'en moto et en tente. Et j'ai pris des petits chemins et je suis allé camper en haut du Mont Olympe, sur des plages quasiment inaccessibles, sur des falaises, dans des forêts, dans des criques, dans des machins. Et je me suis fait des spots mais qui sont vraiment incroyables, quoi. Donc ça, c'est rien que pour ces petits moments de pur plaisir. Tous les moments difficiles, tu les oublies et tu les acceptes. Et puis de temps en temps quand même, surtout dans la partie sud de mon trip, je me suis permis quand même des petites nuits en auberge tous les 5 jours, toutes les semaines, pour prendre une douche, recharger les batteries. Recharger les batteries. Dans le sens du terme. Exactement. Et puis c'est vrai, dès que je veux visiter une capitale, souvent je me fais du coup une nuit en auberge. Ça me permet de pas à 23h prendre la bécane, aller rouler une demi-heure, 1 heure, trouver un endroit tout pourri. Donc quand même, je me suis fait des nuits en dur. Pas beaucoup, hein, mais je m'en suis fait et elles sont nécessaires. Et du coup, c'est ça. Il faut savoir quand on a besoin, quand tu peux te le permettre, tout ça. Et puis tu apprécies plus chaque moment. Les petits moments de confort, tu les apprécies à fond. Les petits moments de liberté, de nature, tu les apprécies à fond. Et il ne faut pas non plus se mettre, vas-y, je fais que du dehors, je fais que de l'auberge. Il y a un équilibre à trouver. Les pays que tu as fait dans l'ordre? Alors je suis parti de France, je suis parti de Dordogne. J'ai tiré vers le sud de la France, j'ai fait les Pyrénées côté Espagne pendant 2 jours, donc j'ai fait un peu la transpyrénéenne. Je suis repassé en France, j'ai longé la côte Méditerranée, ensuite j'ai fait tout le nord de l'Italie, ensuite j'ai fait la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Grèce. J'ai fait donc toutes les côtes grecques, la mer Égée, c'était quand même bien sympa. Ensuite je suis remonté par la Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Norvège. Là on est en Suède. Je passe aujourd'hui ou demain au Danemark et ensuite je rentre tranquille, je fais Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France. Ah, tu vas faire l'inverse de ce que je viens tout juste de faire. Exactement, donc ça fera quand même une belle boucle, je pense qu'on n'est pas loin des 30 pays avec tout ça. Ouais. Là je suis déjà à 32 000 bornes, je pense qu'il me reste bien, en prenant mon temps et en faisant les petits détours, bien 4-5 000 bornes, je pense que je vais le faire. Moi j'en ai fait quasiment 3 depuis que je suis parti du nord de la France. Ouais, entre 35 et 40 000 bornes en 5 mois au total, je pense. 280 km par jour. Après, c'est vraiment une moyenne parce qu'il y a des jours où j'ai roulé 10 heures et que j'ai fait 100-150 bornes au bas mot parce que tu roules à 5-6 km/h des moyennes. Des fois, vraiment, je n'avance pas parce que c'est du off-road et tu te tankes tous les 50 mètres et que même quand tu roules, ta vitesse de pointe elle est à 20 km/h parce que c'est vraiment du off-road engagé. Et puis, je pense qu'il y a une journée, j'ai dû bouffer pas loin de 1000 bornes parce que je voulais arriver à tel point à tel moment et que
c'est de la liaison, du coup tu roules à 100 km/h de moyenne, tu commences tôt le matin, tu finis tard le soir, donc vraiment, la moyenne ne veut pas dire Ouais. grand-chose Il parce n'y que a pas de règle. il n'y a vraiment pas de règle. Et puis bah voilà, aujourd'hui, là je sais pas quelle heure il est, mais Ouais, je sais pas non plus. il est, je sais pas, midi dans ces eaux-là, Et 1 heure. 1 heure. Et je suis, voilà, je Et sais t'es pas, toujours là. et je suis toujours là, et je suis très bien aussi. Et du coup aujourd'hui, ça sera pas une grosse journée. Donc vraiment, il n'y a pas de, il y a vraiment pas de règle. Voilà. Après, je sais que souvent, je suis entre 200, 300 km. Si tu avais un pays préféré dans ce que tu as fait, est-ce que tu crois qu'il y en a un déjà? Ou est-ce que Il y en a c'est dur je pense pas, parce que ça a tellement été riche. Enfin, je peux pas comparer les chaînes de montagne, les chaînes des Carpates aux plages paradisiaques, aux plaines où tu étais au milieu de nulle part. Donc il y a des choses vraiment où je peux pas avoir un pays préféré. Après, je peux dire que j'ai vraiment des surprises. Parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et que j'ai été bluffé. Je pense par exemple à l'Albanie, où c'était même pas vraiment prévu dans mon itinéraire de base. ce qu'on disait tout à l'heure. Et vraiment, ça a été un coup de cœur parce que le pays est d'une richesse mais fantastique. T'as les montagnes, les rivières, des bleus turquoises, des plages, des petites îles. Enfin, c'est oufissime. La Norvège, j'attendais énormément de ce pays et j'ai pas été déçu aussi parce que c'est vraiment à couper le souffle comme paysage. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des pays qui, sur le moment, peut-être font peut-être moins rêver. Je pense à la Roumanie. Quand on parle de Roumanie, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose qui vient forcément à l'esprit. Et c'est un pays que j'ai trouvé encore hyper sauvage, hyper authentique, qui n'est pas trop développé dans le tourisme. Et tu as la chaîne des montagnes des Carpates qui est incroyable, tu as des routes qui sont magnifiques, tu as le Danube, tu as plein de choses aussi et c'est hyper riche, donc ça fait partie aussi des bonnes surprises. Après voilà, il y a des destinations qui sont quand même plus connues comme la Grèce, c'est pas décevant. Donc on va dire, ouais, je peux avoir un pays préféré, non. Un top 3, top 5, ouais, il y a vraiment des pays où je retournerai, je pense, en passant plus de temps. Et il y a d'autres pays où je suis passé un peu plus rapidement parce que on devient difficile, j'avoue. Il y a un moment après, quand tu fais 30 pays, c'est vrai que des fois tu te dis pays, c'est beau, hein, tu te dis pas, mais tu retrouves des choses déjà que tu as plus l'habitude de voir, c'est moins extraordinaire. Et je pense par exemple à la Hongrie, désolé pour les Hongrois, mais je pense à la Hongrie. C'est super beau, mais c'est des champs, c'est des paysages voilà, qui sont peut-être un peu moins grandioses et que tu as plus l'habitude de voir. Donc il y a plein de qualités. On peut aller en vacances en Hongrie, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des pays où je suis quand même content. J'ai passé du temps parce que je voulais justement me faire ma propre idée. Mais voilà, il y a des choses où on est plus surpris que d'autres. On est plus touché. Exactement. Et puis il y a tellement de choses entre les paysages, l'accueil des gens. Oui, c'est ça. Ça joue beaucoup. Le niveau de vie aussi, le prix, c'est vrai que c'est des choses où d'un coup, quand tu peux te faire plaisir et que tu peux aller te boire tes petites pintes, te faire des restos, te faire des activités, et forcément ça influe sur l'expérience que tu peux avoir. Tout ça, c'est des paramètres, c'est plein de curseurs qui te font après une expérience globale. L'impression générale d'un pays. Exactement. Et du coup, c'est pour ça dire un lieu préféré et tout, non, mais il y a des choses qui te marquent vraiment et qui font du bien, et qui font vraiment beaucoup de bien, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu as vraiment un sourire scotché, une banane qui est là depuis que je t'ai rencontré hier soir. Ça fait plaisir, ouais. T'as vraiment la banane. C'est un truc que je prépare que j'ai en tête, on va dire depuis 3 ans, que j'ai préparé quand même quelques mois à l'avance. Donc déjà préparer l'itinéraire qui a changé avec le Covid parce que j'avais déjà ça en tête avant le Covid. Donc ça va recentrer le voyage sur l'Europe, mettre les sous de côté. Savoir de quelle manière je veux le faire, avec quel matos. À la base, je vais le faire avec un pote, je le fais tout seul. Donc tout ça, tu prépares ta tambouille, tu le mets en place. J'avais des espérances assez hautes sur ce voyage en termes de paysage, en termes d'aventure, en termes de chance sur les galères. Il y a le Covid quand même qui mettait une petite pression avant de partir. Je ne savais pas du tout, je ne savais même pas si j'allais pouvoir rentrer en Italie ou non. Donc je me suis dit, tout ce que je fais, c'est bon à prendre. Donc tout ça fait que déjà au début, tu te lances un peu dans l'inconnu. Et aujourd'hui, là, où je tends quand même plus vers la fin du voyage que le début, où j'ai fait 100% des destinations que j'avais prévues et qu'en plus de ça, j'ai rajouté bien 4-5 pays sur mon itinéraire. J'étais parti pour 3 mois, ça fait plus de 4 mois déjà que je suis parti. Donc là, franchement, Là, c'est du bonus. C'est que du bonus et j'ai une chance. Enfin, vraiment, c'est vrai que je suis conscient que j'ai une chance de fou parce que
La Norvège, c'est un des pays les plus compliqués. Il n'y a eu qu'un tir d'une semaine, 10 jours, où la France était verte pour passer, etc. Moi, j'ai retardé pour des raisons de voyage, etc. Mon entrée en Norvège. Pour revenir là-dessus, toi, tu n'as quasiment pas passé de test PCR. J'en ai fait 2. Tu en as fait 2 sur l'ensemble du trip. Tu es parti au mois de mars. Ouais. C'est ça? Ouais. Et donc, c'était quand même pour. C'était le 3e confinement. C'était le 3e confinement à ce moment-là. Il y avait beaucoup de pays confinés, etc. Ouais. Et t'es passé quand même. Partout, ouais. Bah, au début, je savais vraiment pas. Pour moi, c'était vraiment lockdown de partout. Donc l'Italie, la Slovénie et la Croatie, j'y suis vraiment allé en mode pirate. Et pour l'Italie, je suis passé par les cols de montagne, par Montgenèvre, par les petites routes, etc. où il n'y avait pas de poste de contrôle. Donc j'y suis vraiment allé, faut pas que je me fasse contrôler. La Slovénie, pareil, je suis allé tout en haut, dans le coin où il y a l'Autriche, pour prendre une toute petite route, etc. Il y avait un poste de contrôle quand même. Mais le mec parlait pas un mot d'anglais, je l'ai baratiné, nanana, test, passe. Et pour la Croatie, pareil, je suis allé dans un endroit, vraiment, je suis passé par les petits chemins boueux, je traversais les champs, la forêt pour pas me faire contrôler. Et en Croatie, j'ai croisé, c'est là où j'ai commencé à croiser pas mal de voyageurs qui m'ont dit mais attends, tu te fais chier pour rien. Nous depuis le début on dit transit. Ça passe quoi. Et ça passe partout et à partir de là j'ai dit transit. Et puis Norvège, énorme coup de chance, je suis arrivé le 7 juillet en Norvège, la France était verte depuis le 5. Donc ça faisait que 2 jours et depuis 2 ans que les Français pouvaient venir en Norvège sans problème. Donc là, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont fait un test rapide gratuitement. Ils m'ont juste dit faut aller faire un test rapide, mais vous inquiétez pas, vous rentrez en Norvège, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu de la chance parce que même une semaine plus tard, la France, donc le 16 juillet, la France est repassée orange. Et là, d'après ce que je comprends, si t'es pas vacciné, tu rentres pas, quoi. Pendant tout mon trip, la Norvège, c'était un des pays que j'attendais le plus. Et puis il y avait ce Cap Nord qui est quand même une étape symbolique. C'est la fin de l'Europe, c'est pour les motards, c'est une super route, etc. Et je voulais aller à ce Cap Nord. J'étais parti dans tous les cas, c'était le moment de partir parce que après, comme je te l'ai dit, j'ai des projets pro, etc. Et avoir 5, 3, 4, 5, 6 mois de dispo, ça t'arrive 2-3 fois dans ta vie, je pense. Enfin, il faut te créer les occasions et c'est quand même compliqué. Mais voilà, qui ne tente rien à rien. Et du coup, je l'ai tenté. J'ai bien fait. Toutes les planètes se sont vraiment alignées et j'ai une chance extraordinaire, ce qui fait que vraiment c'est un voyage extraordinaire, quoi. Mais donc non, vraiment là, je sais pas quoi dire. C'est un homme heureux. Un homme heureux, épanoui c'est cool. Et qui pousse vraiment à sortir de cette petite zone de confort. Vraiment, moi pareil, comme je pense beaucoup de gens, c'est se lancer dans l'inconnu. C'est mon premier trip comme ça. Et au début, tu te poses plein de questions, tu te fais des montagnes de soucis. Et si je crève, et si machin, et ben t'apprendras dans tous les cas. Évidemment qu'il peut t'arriver des gros problèmes. Ça, il faut en être conscient quand tu pars. Moi, je suis parti vraiment en prenant en considération, vraiment, il peut m'arriver vraiment une couche. Je voyage en moto, c'est dangereux. Le fait de le faire tout seul, je le regrette vraiment pas parce que d'un, tu comptes que sur toi-même pour tout, pour l'itinéraire, les décisions, le risque que tu prends. Mais après, tu n'écoutes aussi que toi-même. C'est-à-dire que t'as pas de concession à faire. Exactement, c'est-à-dire que là, d'un coup, il n'y a pas ton pote qui fait « Ah, il est fatigué, toi, tu as envie de rouler. » Là, c'est moi, je m'écoute moi, donc j'ai envie de faire ça. Oh, c'est un peu con ça, mais allez, on va le tenter, j'y vais. Il y a tout ça qui fait que voyager seul, du coup, ça te fait découvrir sur toi. Et puis ça te pousse plein d'autres trucs. Il y a plein de rencontres que j'ai faites que j'aurais pas fait à 2. Parce que déjà, les gens viennent plus facilement te voir quand tu es avec quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire je t'ai vu tout seul avec ta bécane et tout. Je suis venu te voir, tu aurais été avec un pote. Je ne serais pas forcément allé te voir. Et inversement aussi, moi je suis tout seul, je vois des gens. Je serais avec mon pote et vas-y, je me serais bu ma petite bière avec le pote et puis ça serait arrêté là. Et du coup, je serais vraiment content le jour où je voyagerai avec un pote, quoi. Mais voilà, c'est une manière différente. Et comme on parlait tout à l'heure, la solitude, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Mais tant que tu t'ennuies pas, il y a toutes les petites choses à faire. La bécane, faut la nettoyer un petit coup, graisser la chaîne, le machin, la tente, la bouffe, etc. Enfin, de temps en temps, je me fais des petits kiffs. Allez, vas-y, fais-toi une ratatouille, machin. Tu fais ton barbecue, tu te fais tes légumes, tes machins. Quand t'as un petit truc, juste une petite casserole et que t'as un petit réchaud et t'as un couteau et même pas de planche à découper, tout prend beaucoup de temps. Donc en vrai, tu t'ennuies jamais, quoi. Et puis t'es fatigué vite quand même. Donc le soir, souvent, tu dors bien. T'es un peu déconnecté de c'est une autre réalité, quoi. Mais c'est une réalité plaisante. Où est-ce qu'on te retrouve? Vous pouvez me suivre sur mon Insta, c'est Nicolas Doc. Nicolas avec un S et DOC tout attaché. Il y a des petites stories presque quotidiennes. C'est des petites vidéos, des photos. Voilà, c'est des trucs simples. Je suis pas là pour faire de la vidéo professionnelle.
Je partage voilà, mes petites galères, des petits moments de kiff, des petits paysages. J'ai regroupé en haut dans toutes les petites stories, j'ai regroupé tous les pays enfin toutes les vidéos par pays. S'il y en a qui veulent voyager, se donner une idée d'à quoi ça ressemble, à quoi ressemble l'idée de voyager seul à moto ou de voyager, enfin ça donne une idée de mon expérience. Donc non, c'est une super belle expérience humaine en tout cas. Et ça change un petit peu la vision des choses et après quand tu rentres forcément, il y a plein de choses que tu vois différemment et tu te nourris de tout ça et ça fait grandir, c'est bien. Nico, merci. Merci à toi, un plaisir et encore une belle rencontre, une de voilà. plus voilà, à ajouter dans Le hasard de la route. Et c'est pour ça, aller dire un coucou quand on croise quelqu'un, ça coûte rien, t'as rien à perdre. Au pire, le mec sera un peu con et il va te faire comme ça et puis tu vas comprendre que tu passes ton chemin et qu'au contraire, des fois, ce coucou, il va se transformer en multiples rencontres, en soirées magiques que tu tiendras toute ta vie et en bons conseils et tout ça. Donc, il n'y a rien à perdre. Il faut vraiment se dire ça, c'est qu'il n'y a vraiment rien à perdre et tout est bon à prendre. Donc, faut y aller. Bonne route. Merci, toi aussi, bon trip. Et on se tient au courant. On se tient au courant avec plaisir. Voilà. Cool. Ciao. Allez, ciao.